Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. L'épisode du jour est un véritable conte de fées, une histoire qui ne semble exister que dans les livres. Mathilde et Tiffaine se sont rencontrées sur Instagram suite à des échanges interminables à propos de l'éducation sexuelle donnée à nos enfants et à la piètre qualité des ouvrages proposés. C'est l'envie de proposer un ouvrage juste et de qualité qui ont poussé ces deux femmes à créer les petits illustrés de l'intimité. L'une est sage-femme, l'autre professeure d'art appliqué, et toutes deux ont réussi un exploit. Imaginez un ouvrage clair et précis tout en étant ludique, à destination des enfants dès 6 ans. Aujourd'hui, je reçois Mathilde qui nous raconte cette folle aventure. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Mathilde. Salut. Comment vas-tu ? Eh ben bien, très bien. Génial, je suis ravie de t'avoir ici à Annecy pour te tendre le micro enfin, depuis le temps qu'on en parle. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va parler principalement finalement de parentalité et d'activités connexes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc moi je suis Mathilde Baudy. Je suis la créatrice de l'Atelier de la Belle Étoile. Et à l'intérieur de l'Atelier de la Belle Étoile, je suis autrice et illustratrice de livres d'éducation à la santé sexuelle et à la vie affective qui s'appellent Les petits illustrés de l'intimité. Très bien, on va y revenir. Avant de te lancer à temps plein sur l'Atelier de la Belle Étoile, qu'est-ce que tu faisais et d'où te vient cette passion pour l'illustration ? Alors, moi, j'ai toujours aimé dessiner, mais vraiment, c'est aussi loin que je me souvienne. Et j'ai toujours su que je travaillerais un jour dans les arts appliqués. Je sais que c'était, quand j'étais au collège, je savais déjà que je travaillerais là-dedans. Alors, après, j'ai changé de voie à l'intérieur des arts appliqués. Pour expliquer un petit peu, les arts appliqués, c'est tout ce qui est création appliquée à l'industrie et au commerce. C'est pas des beaux-arts. C'est tout ce qui est design, architecture d'intérieur, stylisme, communication visuelle, etc. Et à l'époque, moi, je voulais être costumière. Et puis j'ai évolué, j'ai fait mes études et je me suis retrouvée, je ne sais pas exactement comment, à travailler dans le dessin animé. Donc, j'ai fait des études de dessin animé. J'ai rencontré mon compagnon grâce à ça, qui partage ma vie toujours. On s'est rencontrés à Annecy, donc c'est rigolo, au Festival international du film d'animation. Incontournable festival. Incontournable. Et du coup, j'ai travaillé un peu dans le jeu vidéo, dans le dessin animé. Et puis, j'en ai vite eu assez d'être toute seule face à mon écran. C'était pas un milieu dans lequel je me sentais particulièrement bien. Et du coup, j'ai repris mes études. J'ai passé le concours pour être prof d'art appliqué. J'ai été prof d'art appliqué en lycée pro pendant quelques années. Et puis j'en ai aussi eu un peu marre, des conditions, pas du métier en tant que tel, mais plutôt des conditions de travail, plutôt d'avoir toujours l'impression de se battre pour rien et de pas avoir de reconnaissance vraiment. Et j'ai monté mon entreprise avec mon compagnon à la fin du premier confinement. Ça faisait longtemps qu'on y pensait, qu'on préparait des trucs, mais toujours nous on a 2 enfants qui étaient en bas âge, donc qui grandissent, mais et puis on n'avait pas le temps de s'y consacrer, et puis ça a été un peu le déclic de dire allez, maintenant il faut vraiment le faire. Et voilà, et puis après il y a les petits illustrés qui sont venus s'agglomérer sur ce projet, et puis là je suis en disponibilité de l'Éducation nationale depuis le mois de septembre. Génial. Alors, on va commencer par les petits illustrés de l'intimité. Donc, ce sont 2 ouvrages, bientôt 3. Tout à fait. Que tu as
imaginer avec Tiffaine. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Et puis ensuite, on parlera de l'atelier de la Belle Étoile, qui est là l'activité que tu mènes avec ton compagnon depuis la fin du premier confinement. C'est ça, c'est 2 espèces d'activités un peu en parallèle, mais au sein de la même entreprise. C'est un petit peu curieux, en effet. Et donc, oui, les petits illustrés. Donc, les petits illustrés, alors, la petite histoire, c'est assez marrant. En fait, donc ma grande fille, Lucie, elle a eu très tôt des questions sur son corps. Alors, il se trouve que moi, j'ai une endométriose, donc je suis infertile, et j'ai dû faire des FIV pour avoir mes 2 filles. Et en fait, je pense que ces questions, elles sont arrivées à peu près au moment où on s'est lancé sur la 2e FIV, donc pour avoir notre 2e fille. Et donc, elle, c'était à peu près le moment, en fait, dans son développement où, c'est normal, elle avait des questions, elle essayait de comprendre comment ça se faisait, etc. Et moi, j'ai jamais eu particulièrement de tabou sur le sujet, mais j'avais envie de trouver les bons mots, j'avais envie d'avoir un support pour... parce que c'est pas forcément des questionnements qui sont faciles. Et du coup, j'ai cherché, naturellement, en fait, j'ai cherché un support pour pouvoir lui parler un peu de tout ça, et principalement de son intimité, parce qu'elle avait beaucoup de questions par rapport à ça. Et en fait, à ce moment-là, il y avait de la pub sur France Inter sur un livre qui venait de sortir d'un médecin très connu, dont je tairai le nom, et qui avait fait un livre où il expliquait un peu... en fait, la pub disait qu'il expliquait toute l'anatomie de chaque partie du corps, et donc qui montrait comment ça marchait et qu'est-ce qui se passait quand on était malade. Donc je me suis dit, c'est super, c'est hyper englobant, comme ça, voilà, si elle a le rhume, je peux lui expliquer tout ça. Et il y avait une super pub, et donc j'ai acheté le livre sans l'avoir feuilleté avant, et donc... je reçois le livre, on commence à le lire ensemble, et là, on arrive sur la partie du sexe, et je me rends compte que, sur le dessin, sur le schéma, et dans le texte, il y a marqué que les petites filles, elles ont qu'un seul trou, et qui monte jusqu'à la vessie, et que s'il y a un problème, c'est qu'elles se sont pas bien lavées. Et là, je me suis dit, wow, mais c'est pas du tout ça que j'ai envie d'expliquer à ma fille, en fait. Enfin, puis comment je peux lui expliquer comment on fait les bébés, etc. C'est impossible, on fait pas les bébés dans la vessie. Enfin, voilà, donc j'en ai parlé sur Instagram, un peu en mode choqué. Et Tiffaine, donc Tiffaine Dieu me garde, qui est ma co-autrice, avec qui on se suivait depuis déjà pas mal de temps, parce que nos filles ont le même âge, a rebondi dessus en disant mais non mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et elle me dit attends, donc Tiffaine est sage-femme, je vais pas préciser, je vais chercher de mon côté, je vais te trouver un truc mieux, je vais voir avec mes collègues, etc. Et donc elle a cherché et elle a pas trouvé. Et donc elle revient vers moi en me disant mais non mais c'est pas possible, je n'ai rien trouvé, il y a rien. Et là elle me dit un peu sur un espèce de défi, mais attends, toi tu sais dessiner, moi je suis sage-femme, viens, ce livre il n'existe pas, on le fait. Et on l'a fait. Et ce qui est drôle, c'est que donc elle me dit ça, on s'était jamais parlé de vive voix, parce que Instagram c'est quand même des messages. C'est pas pareil. Voilà, on s'était jamais vus du coup. Et donc elle me donne son numéro de téléphone, on s'appelle, on passe 2 heures au téléphone à discuter en gros de notre livre idéal, quoi, de ce dont on aimerait qu'il parle, comment on voudrait que ça soit. Donc moi en même temps je fais des petits croquis, voilà, et puis on se rappelle, on passe des heures au téléphone. Et puis en fait, on a fait un projet et il était assez abouti. Et on s'est dit, allez, go, on se lance, quoi. Avec un lancement sur Ulule qui a été très très bien accueilli, donc qui j'imagine vous a encouragé aussi. Alors oui, pas tout à fait au début en fait. Au début, alors moi donc mon compagnon est auteur de bande dessinée, donc je suis pas dans le milieu du livre, mais je sais que c'est compliqué. Donc moi j'étais assez frileuse. Tiffaine était assez partante pour un système en financement participatif. Moi, j'avais conscience que c'était beaucoup de travail, qu'on savait pas faire en fait. Et du coup, au départ, on est parti sur une maison d'édition. Donc, on a envoyé notre livre à l'entièreté, je pense, des maisons d'édition en France. Vraiment, je pense, on l'a envoyé à tout le monde. Et on a eu une réponse négative. Les autres n'ont jamais répondu.
Et ça, c'était juste avant le premier confinement, justement. Donc, l'entreprise n'existait pas. Il y avait ça aussi, c'est que nous, l'entreprise, donc on n'avait aucune structure juridique. Voilà, on était juste deux mamans sur Instagram qui veulent se lancer sur un truc. Et ça faisait aussi peur, quoi. Et donc voilà, le confinement se passe. Nous, on a nos enfants, tout ça, donc on ne fait pas grand-chose. Et puis en mois de septembre d'après, Tiffany me relance en disant non, mais on n'abandonne pas. C'est trop important ce qu'on est en train de faire. Moi, j'y crois vraiment. Moi, j'étais... Ça t'avait démoralisé ? Ça m'avait pas démoralisé, mais je pense que si elle n'avait pas été là pour me rebooster en me disant allez, on n'abandonne pas, peut-être que je l'aurais mis de côté sur la pile de peut-être un jour. Et peut-être que ça serait toujours resté sur cette pile-là, quoi. Mais voilà. Et en fait, il se trouve qu'en parallèle, on crée l'atelier de la Belle Étoile avec Romain. Donc, on avait la structure qui permettait de... On était en train de faire les statuts, donc j'ai dit, mais au dernier moment, on rajoute maison d'édition dans les statuts. Et puis, heureusement, voilà. Donc, et voilà, Puis c'est pareil, le lancement, c'était un grand n'importe quoi. On n'était pas du tout organisé. Moi, j'avais commencé à faire des illustrations. J'ai créé le compte Instagram et puis j'envoie tout à Tiffany, mais Tiffany était de garde. Du coup, elle ne voit pas mes messages et en fait, elle se réveille après sa garde et elle voit tous mes messages, mais elle lit un peu en diagonale et elle dit « Ah, c'est génial !» et tout. Et elle partage à tout le monde sur son compte perso. Mais en fait, il n'y avait rien qui était prêt. Il y avait juste les images étaient postées, mais il n'y avait pas de texte. C'était... Et puis là, super retour. Les gens disent « Où est-ce qu'on peut acheter le livre ?» Mais on n'avait pas lancé le crowdfunding, on ne savait même pas comment ça marchait sur Ulule, on n'avait même pas créé de compte. Enfin, c'était, donc là, en une semaine, il a fallu tout boucler, puis tout en bossant à côté. En parallèle, c'est sûr. Donc ça a été un grand n'importe quoi, un grand speed. Enfin, ça se voit quand on voit Moi, je suis retournée sur le crowdfunding, le premier. Les illustrations, les mises en page, c'est dégueulasse, mais tout a été fait en 4 jours, quoi. Enfin, c'était vraiment du gros à l'arrache. Mais en fait, on a rencontré une super adhésion d'autres personnes, d'autres parents qui en fait avaient le même besoin que nous, quoi. Oui, ça répondait à une vraie problématique. Ouais. Puisque sur Ulule, alors je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième campagne, mais vous avez dépassé les 50 000 €. Les deux. Les deux. Ouais. Ouais. Donc ça fait quand les même... 3 même, du coup. Oui, les 3, on va en parler. Ouais. Ça fait quand même un sacré paquet d'ouvrages vendus. Ouais, mais c'était fou parce que donc nous, avec Tiffany, un soir au téléphone, mais vraiment en mode à l'arrache, quoi. On a fait un calcul vite fait. Je suis allée sur un site qui faisait des devis en ligne pour l'impression des livres. Et donc, on a calculé vite fait que si on voulait pas y être de notre poche, il fallait qu'on vende 750 livres. C'était précis, 750 livres, c'était la limite qui permettait d'imprimer en offset, etc. Donc, un peu sur le tas, on a fait nos petits calculs et donc on dit, il nous faut 750 livres, donc ça faisait 15 000 €, un truc comme ça, pour pouvoir imprimer... et puis ensuite envoyer, etc. Donc parce que ça. Donc, oui, ça a un coût. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte plus cher d'envoyer le livre que d'imprimer le livre. Hein, donc voilà. Et donc on fait nos petits calculs et on était là, c'est drôle parce qu'on s'était mis d'accord avec Tiffany en disant si on n'arrive pas à 750 livres, mais qu'il en manque quelques-uns, on rajoutera. Puis tant pis, après on les offrira. Enfin voilà. Et puis en fait non, on a atteint les 100% en 3 jours, je crois, un truc comme ça. Et puis on a halluciné, quoi. Et en fait, on hallucine tous les jours. Enfin, franchement, tous les jours, on se dit, mais c'est complètement fou qu'un espèce de défi sur Instagram entre deux meufs qui ont absolument aucun lien avec le monde du livre, qui font le truc complètement à l'arrache, se retrouvent à vendre, je sais pas, on en est à presque à 35 000 livres vendus du premier tome, quoi. C'est hallucinant. Enfin, moi, je m'en remets pas parce que j'étais à 2 doigts d'abandonner et j'aurais jamais imaginé. Enfin, moi, je connais le milieu du livre par Romain sans y être, quoi. Mais je sais que en auto-édition, la moyenne et encore plus dans le livre jeunesse, une moyenne de vente, c'est 300 livres. C'est pour pour des gens qui sont inconnus du grand public, c'est 300 livres, 3000 livres, c'est génial. Mais 30 000 livres, ça n'existe pas, en fait. C'est fou. Enfin...
Et on le retrouve même à la bibliothèque d'Annecy. Et oui. Et il était même mis en avant dans le hall la dernière fois que je suis passée. J'ai failli t'envoyer une photo. Non, mais c'est vrai, ce qui a été génial avec ce livre, c'est qu'on s'est retrouvés avec des gens qui croyaient autant, voire plus que nous, qui sont devenus des aides, des ambassadeurs et des ambassadrices. Et voilà, c'était fou, quoi. On a eu des messages spontanés de gens qui nous proposaient de l'aide pour la relecture, qui nous proposaient des contacts, qui nous proposaient des numéros dans la presse, en disant ce que vous avez fait, c'est super. Et en fait, il faut voilà, je sais pas, il y a eu une espèce de, comme on disait, d'alignement des planètes, quoi, un truc un peu fou où vraiment ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on a tendance à, moi en plus avec ce qui se passe aujourd'hui, etc., de voir qu'il peut y avoir une entraide comme ça de gens parce que juste ils y croient, parce que juste ils ont, parce que le projet leur parle. Parce que le projet leur parle, nous, ça nous a, moi, ça m'a fait beaucoup de bien je se remet un peu à croire en l'humanité, c'est chouette. Et alors, de quoi est-ce qu'on parle dans ce premier ouvrage ? Alors, on va faire dans l'ordre chronologique, ce sera sûrement plus simple. Tu le disais, c'était pour répondre aux interrogations de ta fille, qui se questionnait sur son intimité, sur son anatomie aussi, j'imagine. Très déçue par l'ouvrage que tu as acheté de ce célèbre médecin dont on taira le nom ici. Tu as souhaité, avec donc Tiffaine, proposer un ouvrage qui soit accessible à toutes et à tous. Comment est-ce que ça se présente ? Alors, sans trop dévoiler l'intérieur du livre, parce que j'ai quand même envie que les auditeurs et les auditrices puissent l'acheter ou l'emprunter à la bibliothèque, mais qu'est-ce que vous avez apporté de plus ? Alors, en fait, donc, au départ, on voulait vraiment faire un livre anatomique. C'était l'explication de comment est-ce qu'on est fabriqué. Voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça marche un sexe. Voilà, on est parti un peu de l'idée de on va faire pour les tout petits. Au départ. Donc c'était même le premier projet, on voulait faire un livre de pop-up, alors on le fera peut-être, mais c'était vraiment pour les tout petits, avec on ouvre des choses, on voit ce qu'il y a en dessous, etc. Bon, c'était très compliqué à faire au niveau impression, tout ça, donc on l'a pas fait, en tout cas pas pour l'instant, mais voilà. Et l'idée c'était vraiment de faire une partie anatomique, donc nous ce qu'on s'est dit, c'est qu'on part de ce qu'on voit. Voilà, on part de ce qu'on voit et on remonte chaque élément de ce qu'on voit. Et là où moi j'avais ce problème parce que je travaille en lycée professionnel et je voyais souvent que les élèves, quand il y a trop d'informations sur un schéma, sur une image, j'en discutais souvent avec mes collègues, en fait, et même quand on est adulte, c'est vachement compliqué de comprendre. Donc l'idée c'était vraiment de partir donc au début pour le tome 1 de la vulve, qu'est-ce qu'on voit, à quoi ça correspond, quel est l'organe qu'il y a derrière, parce que tout ce qui est sexe dit féminin, voilà, c'est tout, tout est caché quasiment. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait ? Donc en se disant, on va mettre un schéma en couple, parce que c'est le plus simple, mais en mettant à chaque fois qu'un organe, et pas tous les organes. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus lisible. Donc le livre se fait à peu près comme ça, il y a toujours le schéma à droite et à gauche, l'explication avec des mots très simples et les vrais termes de ce que c'est. Parce que Tiffaine, comme moi, dans nos métiers, principalement elle quand même, en tant que sage-femme, on est confronté très souvent à de la méconnaissance, mais vraiment c'est très important. C'est-à-dire qu'elle dit souvent qu'il y a des gens qui viennent la voir en disant « j'ai mal en bas ». Elle dit c'est quoi en bas ? En bas c'est vos pieds, c'est quoi ? Vous avez mal à l'intérieur, vous avez mal à l'extérieur. Enfin voilà, les gens sont même pas capables de le dire parce que c'est compliqué de penser quelque chose qui n'a pas de nom. On a besoin des termes en fait pour penser les choses. Et du coup, c'était vraiment important pour nous d'utiliser les vrais mots. Parce que Zizi Zezette, ça va 5 minutes, mais en fait, ça explique pas vraiment comment c'est fait. Donc, on est parti du principe que c'est les vrais mots d'abord. Et ensuite, on met les petits mots qu'on peut utiliser. Par exemple, c'est de l'urine. On appelle ça aussi le pipi. Voilà. Mais le vrai mot, c'est l'urine. Voilà. Avec les mots les plus simples et les plus inclusifs possibles, tant par les illustrations. Moi, c'était assez important pour moi de faire des illustrations réalistes parce que c'est un documentaire, c'est un livre documentaire et
Et comme c'est un sujet un peu délicat, souvent les illustrateurs, je sais pas pourquoi, peut-être un peu par gêne ou quoi, ils se disent on va faire des petits bonhommes un peu cartoon, un peu... Et en fait, du coup, c'est compliqué de faire de l'anatomie pure, un documentaire, mais avec des personnages qui ont une tête énorme, un tout petit corps, voilà. Donc là, l'idée, c'était qu'un enfant il puisse se reconnaître, il puisse reconnaître son voisin, sa voisine, sa maman, etc., et que ce soit réaliste. Donc il y avait ça d'abord. Il y avait l'idée donc ce que je disais, d'avoir le plus clair possible avec à chaque fois un élément. Donc ça, c'est toute la première partie. En gros, le livre se découpe en 2 parties. Une partie purement scientifique et anatomique et une partie où c'est plus des questionnements de société. Donc qu'est-ce que c'est que le consentement ? Qu'est-ce que c'est que la puberté ? Comment on fait les bébés ? Voilà, avec... plus des questionnements un peu plus sociétal. Et à la fin, des contacts d'associations, d'organismes qui peuvent servir de support aussi, notamment en cas de maltraitance, notamment voilà, le planning familial, des choses comme ça, et une partie lexique avec tous les mots un peu compliqués qu'on pourrait ne pas comprendre. Voilà, donc le premier livre, on l'a construit comme ça. Et puis, très vite, on nous a demandé la même chose pour les petits garçons. Donc, très vite, on s'est dit, oui, il n'y a pas de raison. Et on s'est rendu compte qu'il y avait autant, si ce n'est plus, de méconnaissances. En fait, pourtant, c'est complètement visible quasiment, mais le fonctionnement précis, en fait, on ne sait pas. Tout le monde sait dessiner un pénis. Enfin, je veux dire, un enfant tout petit, il sait faire, voilà. Mais pour autant, comment ça fonctionne et tout ça, on ne sait pas du tout. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément d'espèces de légendes urbaines autour de ça. On a eu énormément de retours de parents qui nous disaient, mais en fait, en discutant avec mon enfant, je me suis rendu compte qu'il avait carrément des angoisses liées à ça, dont il n'osait pas forcément parler. Plein de petites anecdotes un peu rigolotes, mais je ne sais pas si on aura le temps. Voilà. Mais, on a le temps, bien sûr. Ouais. Notamment, une maman qui nous avait dit... alors, il y avait une maman qui nous avait dit que son fils avait eu sa première éjaculation la nuit et qu'il n'avait absolument pas osé en parler, donc il avait tout nettoyé et que depuis, en fait, il vivait dans l'angoisse, mais vraiment une vraie angoisse, de se dire qu'il avait fait une grosse bêtise, que c'était pas normal et qu'en fait il ne pourrait plus jamais avoir d'enfant parce qu'il avait en gros il avait lâché tous ses spermatozoïdes et que ça ne plus jamais il en aurait. Et en fait en lisant le livre avec lui, il a fondu en larmes en disant mais en fait il était soulagé parce que ça l'a rassuré, il a compris. Voilà, ça l'a rassuré, il a compris. Et pareil pour un autre petit garçon qui était persuadé que à l'école on lui avait dit qu'il avait un gland de lait, un peu comme des dents de lait, et qu'un jour son gland allait tomber. Et sa maman avait beau lui dire que non, mais le fait d'avoir un livre, le livre il a une prestance, il a un truc qui lui dit que non, ça n'existe pas. Il pouvait aussi dire à ses copains, ah non, mais ce que tu dis c'est pas vrai. On a eu des histoires d'une petite fille qui était persuadée que du coup les spermatozoïdes rentraient par le nombril. Et du coup, elle avait très peur que du coup, elle imaginait que ça volait. Hein, donc, on imagine un spermatozoïde volant. Et donc, elle avait très peur d'avoir un bébé dans son ventre parce qu'un spermatozoïde allait rentrer malencontreusement dans son nombril. Et donc, on s'est rendu compte aussi en travaillant sur ces livres que le tabou, personne ne dit à un enfant non, on n'en parle pas, c'est tabou. Mais le tabou, il se fait parce que de fait, on n'en parle pas. Est-ce que ces 2 ouvrages ont été bien accueillis par les établissements scolaires ? Est-ce que vous avez senti que ça répondait à une demande aussi des enseignants et des enseignantes ? Oui. Alors nous, on s'était préparé un peu à... notamment parce qu'on parle d'identité de genre. Voilà, on s'était préparé quand même à avoir des retours de personnes conservatrices qui n'auraient pas apprécié le livre. Et en fait, non. Alors vraiment, on en a eu au moment du crowdfunding, parce que voilà, le mot sexualité, le mot sexe, c'est compliqué parce que ça a beaucoup de sens. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est pas un livre de sexe avec les enfants. Hein, voilà. Non, mais vraiment, il y a des gens qui ont cru un peu ça au départ. Mais bien sûr que non. C'est de l'éducation à la vie et à la santé sexuelle. Donc, on est vraiment sur de l'éducation, sur des choses qui sont à hauteur d'enfant. Et en fait, à partir du moment où le livre est sorti, franchement, non. On n'a pas eu de retour négatif. Vraiment, même
même pas à la marge, quoi. C'était vraiment au départ, on nous disait non mais il faut pas parler de ça aux enfants, faut qu'ils restent des petits anges innocents, mais comme si la connaissance de soi allait faire perdre l'innocence des enfants. Enfin, nous, ce qu'on dit souvent, c'est très petit, on explique aux enfants le fonctionnement de tout leur corps, on leur explique le nom de tous leurs doigts, et par contre, là, ce sera zizi et zézette pour toujours. Alors qu'il n'y a pas de raison. Enfin, objectivement, les tabous, ils arrivent après. Un enfant, quand on lui explique les choses, c'est ok, bon, très bien, bon, c'est archivé, c'est comme ça que ça marche, très bien, d'accord. Et il passe à autre chose. Enfin, il y a rien d'inquiétant. C'est pas plus compliqué que n'importe quel autre organe, quoi. Et dans les écoles, du coup? Et du coup, dans les écoles, pareil, on a eu beaucoup de retours de professeurs qui nous ont dit c'est super. On n'avait pas de support aussi parce que il faut savoir que l'éducation à la santé sexuelle, c'est 3 heures, enfin c'est 3 séances. En général, c'est 3 heures obligatoires par an à partir de la maternelle. D'accord. C'est rarement fait. Parce que les professeurs sont pas souvent formés, qu'ils ont peur aussi d'avoir des retours des parents, et puis ils ont pas de support non plus, donc c'est pas forcément facile d'expliquer les choses quand on n'a pas vraiment d'éléments en fait pour le faire. Donc le livre a été beaucoup diffusé en école et même jusqu'au lycée. Alors ça, nous on s'y attendait pas. Nous, on a écrit pour des enfants à partir de 6 ans, plutôt axé pour 8-9 ans, mais on sait que c'est lu avant aussi avec les parents, ou plutôt, disons qu'à partir de 4 ans, on peut répondre à une question particulière en montrant les schémas, en expliquant avec ses mots, etc. Davantage comme une encyclopédie presque. Exactement. Et donc très prochainement sortira le tome 3. Tout à fait. Consacré davantage à la parentalité, au sujet de l'adoption aussi, j'ai vu. Vous avez voulu quelque chose qui soit pour le coup moins anatomique, moins centré sur le corps. C'est un peu pareil, en fait, il est en 2 parties. La première partie est purement anatomique, scientifique. Comment on fait les bébés, objectivement, voilà, comment ça se passe, le mélange des gamètes, les chromosomes, etc. Pareil, accessible à un enfant 6-8 ans sans problème. Et ensuite, une partie plus sociétale, pareil, où là, on parle de qu'est-ce que c'est qu'une famille, avec tous les sens du terme famille, parce que la famille, c'est la famille nucléaire, c'est la famille élargie, c'est la famille qu'on choisit, et puis il y a des tonnes de types de familles. Voilà, et donc, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une famille, tous les sortes de types de familles, l'adoption, la PMA aussi, ça c'est plus dans la partie scientifique, mais c'était très important pour moi, par exemple. Aussi, il y a toute une partie sur qu'est-ce que c'est que d'être parent, que l'éducation, qu'on n'a pas tous les mêmes façons d'éduquer, voilà, qu'on fait un peu en fonction de son histoire, de qui on est. Tout ce qui est droit de l'enfant aussi, ça c'était très important pour nous. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe quand ces droits ne sont pas respectés, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, il y a tout ça. C'est, je pense, celui qui a été le plus difficile à écrire. J'imagine. Et on est assez fiers de ce qu'on a réussi à faire sur ce 3e tome qui est très complet, qui est assez dense. Et voilà, donc il sort en librairie le 19 mai de cette année, donc 2022. Et les personnes qui ont participé au financement participatif le reçoivent avant. D'accord. Voilà. Ok, super. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire, nous rendre en librairie le 19 mai pour l'acheter. C'est vraiment passionnant. J'invite bien sûr tous les auditeurs et les auditrices à se procurer ces ouvrages. Comme je le disais, ils sont disponibles en bibliothèque. Nous, à Annecy, ils ont plusieurs exemplaires. Ça doit être le cas dans plein d'autres bibliothèques de France. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de la bibliothèque. C'est toujours sympa d'emprunter ces livres. En parallèle, ou plutôt même en amont finalement, enfin tout s'est fait un peu en même temps, si j'ai bien suivi la chronologie de ton parcours. Tu as créé l'atelier La Belle Étoile avec ton compagnon qui propose cet atelier des jouets en bois à destination d'enfants. Donc là aussi, c'était une volonté de répondre à un besoin et une problématique que rencontraient les parents, de proposer des jouets qui soient plus innovants, qui soient plus éco-responsables. Quel était le critère que vous vouliez, le besoin auquel vous souhaitiez répondre ? Nous, on a créé l'atelier de la Belle Étoile donc en 2020.
La petite histoire, ça a commencé à la naissance de notre première fille. Quand elle est née, son papa a eu envie de lui faire un truc. Et Romain est fan de science-fiction. Et il avait envie de lui faire un petit jouet en bois. Et il a créé notre premier jouet qui s'appelle Albert, parce que on allait habiter sur Albertville. Et puis, il avait envie nous, on avait très envie d'éviter les jouets en plastique, de faire attention ça fait longtemps qu'on fait attention à la façon dont on consomme, qu'on essaye vraiment de faire au mieux, même si c'est pas toujours évident. Et en fait, souvent, il était super déçu, en fait. De pas trouver dans les jouets en bois, c'était beaucoup des trucs traditionnels, les couleurs étaient un peu moches, ou alors c'était pas du tout du Made in France. Donc voilà, il a commencé à faire un premier jouet, ça lui a plu. Nos copains étaient super fans, on avait plein de naissances autour de nous, donc il en a fait d'autres, avec d'autres designs. Tout le monde nous disait mais lancez-vous. Sauf que lui il était sur sa BD qui va bientôt sortir d'ailleurs, parce que avec le Covid ça a pris beaucoup de retard, mais elle sort le 1er mai, non le 3 mai, elle a changé, mais en mai aussi. Et je vous conseille de la lire, ça va être super. Génial. Voilà. Il avait un peu de temps, il y a eu le confinement, on s'est dit, il y aura jamais de moment meilleur que ça pour arriver à se lancer. Donc, ça a été formation express. Nous, on s'était outillés au fur et à mesure, un peu pour faire pour les copains et tout ça. Il a fallu qu'on se forme sur les normes jouets, qui sont très, très drastiques. Il a fallu qu'on crée toute l'identité de la marque, Et notre idée, c'était de faire des jouets en bois, design, sur le thème plutôt de la science-fiction. Donc c'est des petits robots, des petits véhicules de l'espace, avec des couleurs douces, qui sont non genrées. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure, on a mis un peu tout ce à quoi on croit dans notre entreprise, en fait. Donc on fabrique en France, nous-mêmes, en petite quantité. Tous nos jouets sont numérotés. On n'utilise que des produits qui sont des produits de base qui sont soit français. Enfin, on essaye de réduire le cercle le plus possible. On propose d'ailleurs, si les jouets sont abîmés, de nous les renvoyer. Et nous, on les remet en état, on les renvoie. Voilà, l'idée, c'était de faire des jouets qui soient unisexes, durables, qu'on puisse se passer de génération en génération. Et de rester sur du Made in France. C'est très réussi, ils sont vraiment super mignons, et c'est vrai qu'on a toute une petite famille, là tu les as tous apportés, donc on a toute une petite famille qui évolue ensemble, chaque personnage a un sourire dessiné sur le visage, donc c'est quand même assez sympa. Non, je vois que dans le camion il y a quelques émotions en fait, on a une gamme qui s'appelle les Woody, donc les Woody c'est des petits bonhommes en bois, c'est des espèces de petits plots en bois qui sont aimantés, et en fait on a voulu travailler dessus, donc ils sont compatibles, il y a tous les véhicules en fait ont des bonhommes qui sont compatibles entre eux, qui sont aimantés. Je le fais en même temps mais ça se voit pas, donc ça n'a aucun intérêt, mais et donc là sur eux en fait ils ont des petits visages, je vais y arriver, et on a voulu travailler sur les émotions, donc ils ont tous plein de petites émotions, donc il y en a qui sont surpris, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont pleins d'amour et tout ça. Et donc, ça permet aussi de créer des histoires. On a travaillé aussi sur les couleurs. On a un petit camion qui a des petits trous. Et on met les bonhommes ils ont la même couleur sur leur tête que dans les trous. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur il y a la motricité fine, il y a tout ce qui est imagination, en fait. Et on se rend compte que ça marche super bien. Dès qu'il y a des enfants qui arrivent à la maison, les jouets, ils sont en bas, ils se ruent dessus. Et en fait, tout de suite, ça crée plein d'univers. Il y a des mélanges, des histoires incroyables qui se passent à base de moitié Playmobil, moitié les jouets. Enfin, c'est très rigolo, les enfants... ils sont super créatifs, et l'idée c'était vraiment de leur permettre aussi de développer ça. Il y en a pour tous les goûts en fait, il y a les petits robots, il y a les véhicules, il y a ceux qui se plient dans tous les sens, ceux qui lèvent les bras, donc c'est très très réussi, c'est très joli. Je pense que pour se faire une meilleure idée, bien sûr, il faudra se rendre sur le site. Ouais. Je mettrai le lien dans la barre de description, mais pour vraiment pouvoir les visualiser. En termes de prix, est-ce que tu peux nous donner une petite fourchette pour les auditeurs et les auditrices ? Oui.
Alors juste pour décrire un peu, on a un peu un effet, on nous a souvent dit ça fait un peu dessin animé et on a trouvé ça rigolo parce que oui, forcément on en est issus tous les deux. Voilà, un peu kawaii. C'est vrai. Ils sont tout mignons et donc les prix vont de 35 € le moins cher jusqu'à 95 € le plus cher. Voilà, on a essayé d'être le plus abordable possible, sachant que sont tous faits à la main, etc. D'ailleurs, c'est un peu une des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué. Donc nous, on est très pris aussi par les livres. Romain vient de signer pour 3 tomes sur une nouvelle BD. Donc on a des difficultés ça prend beaucoup de temps en fait. On se rend pas compte, mais pour faire 10 jouets, il nous faut à peu près 35 heures sans compter la peinture. Donc ça prend beaucoup de temps. Et là, on est en pleine réflexion sur notre problématique, c'est que on n'arrive pas à produire assez. Donc, comment produire en gardant nos valeurs, en restant sur du Made in France, parce qu'on c'est pas le truc cocorico, on est les meilleurs, c'est plus l'idée de ce soit proche géographiquement. Et aussi que on puisse produire suivant des standards sociaux qui sont les nôtres. C'est aussi pour ça d'ailleurs que nos livres sont imprimés en France. C'est sûr qu'on pourrait faire fabriquer nos jouets pour beaucoup moins cher en Ukraine, parce que c'est beaucoup là que c'est fait d'ailleurs, ou en Roumanie, ou voilà. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à produire quelque chose proche, tout en se payant correctement, même si pour l'instant, c'est pas encore le cas sur les jouets. Donc, on est en train de réfléchir, on se forme tous les deux à utiliser ce qu'on appelle une CNC, c'est une fraiseuse numérique. Donc c'est une machine en fait qui permet de dégrossir en grande partie la fabrication des jouets sans nous faire gagner du temps en fait. Okay. Tout en en ayant la possibilité de continuer à fabriquer chez nous avec du bois français, avec les mêmes qualités de résistance, etc. qu'on a, mais en gagnant un peu de temps. Ça vous permettrait d'avoir un meilleur équilibre? Voilà, aussi, parce que depuis il y a aussi ce sacro-saint équilibre vie pro, vie perso. C'est vrai que depuis qu'on a créé l'entreprise, on bosse comme des malades, non-stop, le week-end, le soir, dès que les enfants sont couchés. Et bon, à un moment donné, ça tient les 3 premières années, je sais. Mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'on arrive à se dégager du temps, à souffler un peu. Parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, on y croit vraiment, mais il faut aussi qu'à un moment ça devienne rentable aussi. Bien sûr. Donc on est en plein là-dedans et c'est des questionnements passionnants, on est à fond dedans et on espère qu'on va y arriver. Là, la dernière petite voiture là. Pour l'instant, on n'a pas de nom, elle s'appelle Tut-Tut. Donc, mes fichiers s'appellent Tut-Tut, donc je ne sais pas, peut-être ça va rester. Celui-ci, en fait, il est fabriqué entièrement à la CNC. Mais vraiment, c'est un univers magnifique. Je vous conseille, chers auditeurs et auditrices, d'aller y jeter un œil parce que ça vaut le détour. Et tu le disais, il y en a pour tous les prix. Quand on pense que c'est des jouets qui vont durer toute la vie et même pouvoir être transmis sur plusieurs générations avec une belle pièce fabriquée en France, ça fait quand même rêver. Merci beaucoup. Mathilde, il y a même qui l'achètent pour eux. On a beaucoup d'adultes qui l'ont mis dans leur bureau et tout. Je n'en doute pas. Merci beaucoup Mathilde, c'était vraiment passionnant d'échanger avec toi. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Tous les liens seront dans la barre de description. On l'a dit, votre 3e tome sort le 19 mai. Les jouets sont à retrouver sur votre site. Et la BD de ton compagnon sortira aussi dans le courant du mois de mai. Donc ça fait une barre de description riche et chacun pourra aller piocher ce qui l'intéresse. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour précommander le tome 3 des Petits illustrés de l'intimité et soutenir le travail de Mathilde et Tiphaine. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.